Édouard de Woodstock, plus connu sous le nom de Prince Noir, se distinguait comme le fils aîné et héritier présomptif du roi Édouard III d'Angleterre. Malgré cela, il s'illustra remarquablement en tant que l'un des commandants anglais les plus brillants durant la guerre de Cent Ans, étant loué par ses contemporains anglais comme un modèle de chevalerie et l'un des plus éminents chevaliers de son époque. Les origines de son surnom demeurent incertaines, bien que plusieurs théories aient été avancées, se concentrant principalement sur deux idées. Son bouclier noir, et ou les rumeurs selon lesquelles il portait une armure noire, ou sa réputation impitoyable, particulièrement envers les Français en Aquitaine. Il est possible que ce surnom ait été conçu comme un jeu de mots, combinant ces deux significations. Édouard, l'aîné des fils d'Édouard III d'Angleterre, seigneur d'Irlande et souverain de la Gascogne et de la reine Philippa, est né à Woodstock, dans le comté d'Oxfordshire, le 15 juin 1330. Le conflit entre son père Édouard III et les Français concernait à la fois les terres anglaises en France et la royauté de France. La mère d'Édouard III, la reine Isabelle de France, était la fille de Philippe IV, plaçant ainsi son fils dans la ligne de succession au trône de France. La détérioration rapide des relations entre l'Angleterre et la France a marqué le début de la guerre de Cent Ans, lorsque le roi français a menacé de confisquer les terres anglaises en France. La mère du prince noir, la reine Philippa de Hainaut, fille du comte de Hainaut, a épousé Édouard III, selon les arrangements de sa propre mère, la reine Isabelle. Son père, Édouard III d'Angleterre, a accédé au trône à l'âge de 14 ans, en 1327, après que son père Édouard d'Angleterre eût été déposé par sa femme Isabelle de France et la noblesse anglaise, en raison de son incapacité à gouverner et de ses échecs militaires contre l'Écosse. Le mariage entre ses parents a été arrangé par sa grand-mère, Isabelle de France, dans le but d'obtenir un soutien financier et militaire du comte de Hainaut pour renverser son propre mari, Édouard II. Le mariage d'Édouard III et de Philippa de Hainaut a donné naissance à 13 enfants. Édouard était l'aîné d'entre eux. La guerre menée par son père contre l'Écosse visait à récupérer les territoires perdus pendant le règne d'Édouard II. En reprenant les stratégies militaires de son grand-père, Édouard III a remporté une victoire décisive contre les Écossais à la bataille de Halidon Hill en 1333. Cette victoire a permis à Édouard III de rétablir la situation politique et militaire de l'Angleterre, le hissant au rang de grand champion de la nation anglaise. Le 18 mars 1333, Édouard le Prince Noir a été investi du comté de Chester et lors du Parlement du 9 février 1337, il a été élevé au rang de duc de Cornouailles, recevant le duché par une charte datée du 17 mars. Cette création constitue la première instance d'un duché en Angleterre. Selon les termes de la charte, le duché devait être détenu par lui et par les fils aînés des rois d'Angleterre. Lorsque deux cardinaux sont venus en Angleterre à la fin de 1337 pour négocier la paix entre Édouard III et Philippe VI de France, le duc de Cornouailles aurait rencontré les cardinaux à l'extérieur de la ville de Londres et, accompagné de nombreux nobles, les aurait conduits près du roi Édouard. Le 11 juillet 1338, son père, sur le point de partir pour la Flandre, l'a nommé régent du royaume pendant son absence, et il a été réaffirmé dans cette fonction les 27 mai 1340 et 6 octobre 1342. Évidemment, il était trop jeune pour jouer un rôle effectif dans l'administration, qui était assurée par le Conseil. Pour rallier le duc Jean III de Brabant à sa cause, le roi a proposé en 1339 un mariage entre le jeune duc de Cornouailles et la fille de Jean, Marguerite, et au printemps 1345, il a adressé une requête urgente au pape Clément VI pour obtenir une dispense pour ce mariage. Le 12 mai 1343, Édouard III a proclamé son fils Édouard le duc, prince de Galles, lors d'un parlement tenu à Westminster, lui remettant un cercle, une bague en or et une baguette en argent. Le prince a accompagné son père à Sluis le 3 juillet 1345 et le roi a tenté de convaincre les échevins de Gand, Bruges et Ypres d'accepter son fils comme leur seigneur. Mais le meurtre de Jacques van Artevelde a mis fin à ce projet. En septembre et en avril suivant, le prince a été appelé à fournir des troupes de sa principauté et de son comté pour la campagne imminente en France. Et comme il accumulait de lourdes dettes
Au service du roi, son père lui a permis de rédiger son testament, stipulant que, en cas de décès pendant la guerre, ses exécuteurs testamentaires recevraient tous ses revenus pendant 1 an. Édouard, prince de Galles, partit en mer avec le roi Édouard III le 11 juillet 1346. Dès son arrivée à Laougue, il fut adoubé par son père dans l'église locale de Kétéou. Il entama alors une campagne militaire impressionnante, traversant le Cotentin, laissant derrière lui un sillage de destruction jusqu'à la prise de Caen. Il se distingua également dans l'affrontement contre les forces de Sir Godemar Ier du Fait, qui tentait de bloquer le passage de l'armée anglaise à la Somme par le gué de Blanchetaque. Le samedi 26 août 1346, juste avant le début de la bataille de Crécy, Édouard, prince de Galles, reçut le sacrement avec son père à Crécy. Il prit ensuite le commandement de la droite de l'armée aux côtés des comtes de Warwick et d'Oxford, de Sir Geoffroy d'Harcourt, de Sir John Chandos et d'autres chefs, à la tête d'une force composée de 800 hommes d'armes, 2000 archers et 1000 fantassins gallois. Bien que les chiffres exacts ne soient pas certains, il se lança dans la bataille. Lorsque les archers génois furent défaits et que la première ligne française fut mise en désordre, le prince sembla quitter sa position pour attaquer la deuxième ligne ennemie. Néanmoins, le comte d'Alençon chargea avec une telle fureur que le prince se retrouva en grand danger. Malgré la situation périlleuse, le roi Édouard III refusa d'envoyer de l'aide à son fils, désirant lui donner la chance de prouver sa valeur sur le champ de bataille. Le prince fut renversé de son cheval, mais fut secouru par son porteur d'étendard, Sir Richard Fitzsimon. Grâce à leur courage, les Français furent repoussés. Par la suite, le prince se distingua également lors du siège de Calais entre 1346 et 1347, pillant et brûlant les terres environnantes. Après la reddition de la ville, il retourna en Angleterre avec son père le 12 octobre 1347, où il participa aux festivités de la cour et fut investi par le roi dans l'ordre de la Jarretière en 1348. Le prince Édouard prit part à l'expédition du roi à Calais dans les derniers jours de 1349. Il vola au secours de son père. Lorsque le roi embarqua à Winchelsea le 28 août 1350 pour intercepter la flotte de la Cerda, le prince navigua avec lui, bien que sur un autre navire, en compagnie de son frère, le jeune Jean de Gand, comte de Richmond. Pendant la bataille de Winchelsea, son navire fut accroché par un grand navire espagnol et menacé de couler en raison de nombreuses fuites. Malgré leur vaillance, lui et ses chevaliers ne purent capturer l'ennemi. Henri de Grosmont, comte de Lancastre, vint à leur secours et attaqua l'Espagnol de l'autre côté, le capturant bientôt avec son équipage. Lorsqu'Édouard III prit la décision de relancer la guerre avec la France en 1355, il dépêcha le prince noir à la tête d'une armée en Aquitaine, tandis que lui-même, suivant son plan, agissait aux côtés du roi de Navarre en Normandie et que le duc de Lancastre soutenait la cause de Jean de Montfort en Bretagne. Cette expédition du prince fut initiée à la demande de certains seigneurs gascons avides de pillage. Le 10 juillet, le roi nomma son lieutenant en Guyenne, lui accordant les pleins pouvoirs pour agir en son nom, et le 4 août pour recevoir des hommages. Parti de Londres pour Plymouth le 30 juin, il fut retardé par des vents contraires avant de mettre les voiles le 8 septembre avec environ 300 navires, accompagnés de 4 comtes, Thomas Beauchamp, comte de Warwick, William Ufford, comte de Suffolk, William Montagu, comte de Salisbury, et John Vere, comte d'Oxford, et à la tête d'un millier d'hommes d'armes, de 2000 archers et d'une grande troupe de fantassins gallois. À Bordeaux, les seigneurs gascons l'accueillirent chaleureusement. Il fut décidé de mener une brève campagne avant l'hiver, et le 10 octobre, il partit avec 1500 lances, 2000 archers et 3000 fantassins légers. Quel que soit le plan d'opération que le roi avait pu former pendant l'été, cette expédition du prince était entièrement dédiée au pillage. Après avoir ravagé les comtés de Julias, d'Armagnac, d'Astarac et une partie de Comminges, il traversa la Garonne à Sainte-Marie, au-dessus de Toulouse, tenu par Jean Ier, comte d'Armagnac, avec une force conséquente. Le comte refusa toute sortie de sa garnison, laissant le prince pénétrer dans le Lauragais. Ses troupes assaillirent et incendièrent Montgiscard, où de nombreux civils furent maltraités et tués,
et prirent et pillèrent Avignonnet et Castelnaudary. Le pays était selon le prince noir très riche et fertile, avec des habitants bons, simples et ignorants de la guerre, ce qui permit au prince de réaliser un important butin, notamment en tapis, draperies et bijoux, les Gascons l'accompagnant, se montrant particulièrement avides. Seul le château de Montget résista aux forces anglaises, sa châtelaine défendant ses murs en renversant des ruches sur les assaillants qui fuirent en panique. Carcassonne fut prise et saccagée, mais la citadelle solidement fortifiée resta imprenable. Ourme ou On, près de Narbonne, et Trèbes achetèrent la paix avec l'armée anglaise. Narbonne fut pillée et une attaque sur sa citadelle fut envisagée, mais abandonnée en raison de sa bonne défense. Pendant son séjour à Narbonne, un messager de la cour papale le pressa de permettre des négociations de paix. Mais le prince déclara ne rien pouvoir faire sans connaître la volonté de son père. De retour à Bordeaux, le comte d'Armagnac tenta de l'intercepter. Mais après qu'un petit groupe de Français eût été vaincu près de Toulouse, le reste de l'armée se replia dans la ville, permettant au prince de rentrer en paix à Bordeaux avec un butin considérable. L'expédition dura 8 semaines, durant lesquelles le prince ne prit que 11 jours de repos, mais sans accomplir d'exploits militaires. Il infligea de sérieux dommages au roi de France. Au cours du mois suivant, avant le 21 janvier 1356, les chefs sous son commandement attaquèrent 5 villes et 17 châteaux. Le 6 juillet 1356, le prince Édouard se lança dans une nouvelle expédition, avec pour objectif de traverser la France et de rejoindre la Normandie, afin d'apporter son soutien aux alliés normands de son père, dirigés par le roi de Navarre et Geoffrey d'Harcourt. Il espérait être accueilli par son père en Normandie. Après avoir traversé la Dordogne à Bergerac le 4 août, il traversa l'Auvergne, le Limousin et le Berry, pillant et incendiant les villes sur son passage jusqu'à Bourges, où il tenta sans succès de la prendre. Suite à cela, il fit route vers l'ouest et fit une tentative infructueuse d'attaquer Issoudun les 25 et 27 août. Pendant ce temps, le roi Jean II rassemblait une importante force à Chartres pour défendre les passages de la Loire et renforcer les forteresses menacées. Après avoir repris sa marche depuis Issoudun, le prince prit Vierzon, mais apprit qu'il lui serait impossible de traverser la Loire ou de rejoindre Lancaster en Bretagne. Il décida alors de retourner à Bordeaux par Poitiers et, après avoir réduit la garnison du château de Vierzon, il partit le 26 août en direction de Romorantin. Certains chevaliers français qui combattaient la garde avancée anglaise se réfugièrent dans Romorantin, et lorsque le prince Édouard en fut informé, il exprima son désir de s'approcher pour les observer de plus près. Il inspecta la forteresse en personne et envoya son ami Chandos sommer la garnison de se rendre. Malgré leur refus, il assiégea la forteresse le 31 août et, après 3 jours de siège, il la prit en utilisant du feu grégeois le 3 septembre. Le 5 septembre, les Anglais poursuivirent leur marche à travers le Berry. Le 9 septembre, le roi Jean II, disposant désormais d'une importante force, traversa la Loire, à Blois, pour les poursuivre. Lorsqu'il se trouvait à Loches le 12 septembre, il disposait de jusqu'à 20 000 hommes d'armes, et avec eux, il avança jusqu'à Chauvigny. Les 16 et 17 septembre, son armée traversa la Vienne. Pendant ce temps, le prince marchait presque parallèlement aux Français, à seulement quelques kilomètres de distance d'eux. Il est difficile de croire que le prince ignorait les mouvements des Français. Du 14 au 16 septembre, ils étaient à Châtellerault, et le jour suivant, alors qu'ils se dirigeaient vers Poitiers, quelques hommes d'armes français se battaient avec la garde avancée, avant d'être tous tués ou faits prisonniers lorsqu'ils atteignirent son armée principale. Le prince avait été dépassé par le roi français, et sa retraite était coupée par une armée d'au moins 50 000 hommes, tandis qu'il ne disposait que de 2 000 hommes d'armes, 4 000 archers et 1 500 fantassins légers. Malgré la tentative de secours de Lancaster, arrêté par les Français à Pont-de-Cé, la situation du prince semblait désespérée. Lorsque le prince Édouard apprit que l'armée française bloquait le chemin vers Poitiers, il choisit une position stratégique sur une colline au sud-est de la ville, entre la rive droite de la Miosson et l'ancienne route romaine, probablement à l'emplacement actuel de la Cardinerie, une ferme dans la commune de Beauvoir, le nom de Maupertuis,
n'étant plus utilisé depuis longtemps. Il y passa la nuit. Le lendemain, dimanche 18 septembre, le cardinal Élie Talleyrand, dit de Périgord, obtint l'autorisation du roi Jean II de tenter une médiation pour la paix. Le prince était ouvert à un compromis et proposa de rendre toutes les villes et châteaux conquis, de libérer les prisonniers et de ne pas combattre le roi de France pendant 7 ans, avec une offre de paiement de 100 000 francs. Cependant, le roi Jean insista pour que le prince et 100 de ses chevaliers se rendent prisonniers, une condition à laquelle il refusa de consentir. Les négociations du cardinal durèrent toute la journée, prolongées dans l'intérêt des Français qui espéraient des renforts. Dans la situation précaire du prince, les Français auraient pu l'encercler et l'affamer ou le forcer à combattre dans une position désavantageuse. Jean II commit une erreur en accordant au prince le répit du dimanche, utilisant le temps pour renforcer sa position. L'armée anglaise se retrouva ainsi retranchée derrière des vignes et des haies protégées sur les flancs par la Miosson et des terrains accidentés, et sur la droite par le bois et l'abbaye de Noyers, creusant des tranchées comme à Crécy. Le prince Édouard divisa ses troupes en 3 divisions. La première, dirigée par les comtes de Warwick et de Suffolk, la deuxième par lui-même, et la troisième par Salisbury et Oxford. Les Français, en 4 divisions successives, perdirent ainsi l'avantage numérique. Les archers anglais, bien protégés, furent placés en première ligne et sur les flancs, prêts à une embuscade commandée par le prince pour attaquer le flanc de la 2e division ennemie, menée par le dauphin Charles, duc de Normandie. Le matin du 19 septembre, le prince Édouard galvanisa ses troupes et le combat commença. 300 hommes d'élite tentèrent de forcer la position anglaise à travers un étroit chemin, mais furent repoussés par les archers. Les soldats allemands et la 1re division ennemie furent mis en déroute. L'embuscade anglaise chargea le flanc de la 2e division ennemie, alors que les hommes d'armes anglais montaient à cheval pour charger la colline. Le prince, accompagné de Chandos, fit preuve d'un courage exemplaire dans la mêlée. Le combat dura jusqu'à près de 15 heures. Les Français furent vaincus, laissant 11 000 morts, dont 2426 nobles. Près de 100 nobles et 2000 hommes d'armes, ainsi que le roi et son fils, Philippe, furent capturés. Les pertes anglaises furent minimes. Lorsque le prince Édouard rencontra le roi Jean II, il le traita avec respect, l'aidant à retirer son armure et conviant la plupart des princes et barons faits prisonniers à souper. Bien qu'il servît à la table du roi, il refusa de s'asseoir avec lui, déclarant qu'il n'était pas digne de partager la table avec un roi aussi grand ou un homme aussi vaillant, ce qui lui valut les éloges des Français. Le lendemain, le prince noir poursuivit sa retraite vers Bordeaux. Il avançait avec prudence, mais personne n'osa l'attaquer. À Bordeaux, où le prince Édouard arriva le 2 octobre, il fut accueilli avec une grande liesse. Lui et ses hommes y demeurèrent tout l'hiver, dépensant en festivités l'immense butin qu'ils avaient amassé. Le 13 mars 1357, le prince conclut une trêve de 2 ans, souhaitant rentrer chez lui. Les seigneurs gascons s'opposaient à ce que le roi Jean II soit emmené en Angleterre, et le prince les apaisa en leur offrant 100 000 couronnes. Il confia le pays à 4 seigneurs gascons et arriva en Angleterre le 4 mai, après un voyage de 11 jours débarquant à Plymouth. Lorsqu'il fit son entrée triomphale à Londres le 24 mai, le roi Jean II, son prisonnier, chevauchait un magnifique cheval blanc, tandis que lui-même montait un petit cheval noir. Jugé selon les normes modernes, la démonstration d'humilité du prince semble artificielle, et le chroniqueur florentin suggère que l'honneur rendu au roi Jean II a dû accroître la détresse du captif et exalter la gloire du roi Édouard. Cette réflexion témoigne d'une subtilité de sentiment que ni les Anglais ni les Français de l'époque n'avaient probablement atteinte. De retour en Angleterre, le prince Édouard s'immergea dans l'effervescence des festivités et des tournois à la cour de son père. En mai 1359, lors d'un tournoi proclamé à Londres par le maire et les shérifs, lui et le roi, accompagnés d'autres participants, s'affrontèrent sur les listes.
Pour la plus grande joie des citoyens, le roi se présenta sous les traits du maire et le prince sous ceux du shérif principal. Ces célébrations et les larges présents qu'il offrit à ses amis le plongèrent dans des difficultés financières. En octobre 1359, le prince Édouard embarqua avec son père pour Calais, où il dirigea une division de l'armée lors de la campagne de Reims entre 1359 et 1360. À la conclusion de celle-ci, il joua un rôle majeur du côté anglais dans les négociations du traité de Brétigny. La trêve préliminaire, conclue à Chartres le 7 mai 1360, fut rédigée au nom du prince et de Charles, duc de Normandie, régent de France. Probablement de retour en Angleterre après son père qui débarqua à Ry le 18 mai, il rejoignit Calais le 9 juillet avec Henri, duc de Lancastre, pour accompagner le roi de France. L'absence du versement convenu pour la rançon du roi les força à rentrer en Angleterre, laissant Jean sous la garde de Sir Walter Manny et de 3 autres chevaliers. Le 9 octobre, il accompagna son père à Calais pour participer à la libération de Jean et à la ratification du traité. Le 19 juillet 1362, Édouard III octroya à son fils, le prince Édouard, tous ses domaines en Aquitaine et en Gascogne, à condition qu'il les tienne comme une principauté par hommage et qu'il verse chaque année une once d'or, lui conférant ainsi le titre de prince d'Aquitaine et de Gascogne. En février 1363, il partit avec son épouse Jeanne et tout son entourage pour la Gascogne, débarquant à La Rochelle. À La Rochelle, il fut accueilli par John Chandos, lieutenant du roi, et se rendit avec lui à Poitiers, où il reçut l'hommage des seigneurs de Poitou et de Saintonge. Après avoir visité plusieurs villes, il arriva enfin à Bordeaux, où, du 9 au 30 juillet, il reçut l'hommage des seigneurs de Gascogne. Il les accueillit tous avec grâce et tint une cour somptueuse, alternant entre Bordeaux et Angoulême. Le prince nomma Chandos connétable de Guyenne et offrit des postes lucratifs aux chevaliers de sa maison. Leur faste déplaisait au peuple, tout comme la faveur accordée aux compatriotes du prince et leur magnificence ostentatoire qui alimentait le mécontentement. Parmi les seigneurs gascons, Arnaud Amanieu, seigneur d'Albret et d'autres étaient prêts à soutenir la cause française, tandis que Gaston, comte de Foix, bien qu'il ait rendu visite au prince, refusa de rendre hommage pour le Béarn en 1365. Après l'avènement de Charles V sur le trône de France en avril 1364, la position du prince devint plus délicate, car le nouveau roi cherchait à encourager les mécontents. En avril 1363, le prince tenta de médier entre les comtes de Foix et d'Armagnac, puis entre Charles de Blois et Jean de Montfort en février suivant, sans succès. Pendant ce temps, les seigneurs gascons soutenaient la cause française en Normandie. La guerre reprit en Bretagne, et le prince permit à Chandos de lever une force pour soutenir le parti de Montfort, remportant la bataille d'Auray contre les Français. Les compagnies libres, composées principalement d'Anglais et de Gascons, évitèrent de ravager l'Aquitaine, mais le prince était soupçonné d'encourager, voire de ne pas décourager leurs actions. En conséquence, le 14 novembre 1364, Édouard III lui demanda de mettre fin à leurs ravages. De 1365 à 1367, Édouard conduisit des campagnes en Espagne. Les coûts énormes de sa campagne en Espagne et son extravagance constante avaient plongé le prince dans des difficultés financières. Dès son retour à Bordeaux, il a convoqué une assemblée des États d'Aquitaine, le Parlement, pour obtenir une subvention. Il semble qu'aucun accord n'ait été conclu à ce moment-là, car en janvier 1368, il a tenu une réunion des États à Angoulême, où il les a persuadés d'accepter un fouage, ou taxe sur les foyers, de 10 sous pour 5 ans. Un édit instituant cette taxe a été publié le 25 janvier 1368. Le chancelier, l'évêque John Harwell, a organisé une conférence à Niort où il a persuadé les barons du Poitou et de la Saintonge, du Limousin et du Rouergue d'accepter cette taxe. Cependant, les grands vassaux des Hautes Marches ont refusé, et le 20 juin et à nouveau le 25 octobre, les comtes d'Armagnac, de Périgord et de Comminges, ainsi que le seigneur d'Albret, ont porté leur plainte devant le roi de France, affirmant qu'il était leur suzerain. Charles a profité de ces appels et le 25 janvier 1369 a envoyé des messagers au prince Édouard, alors résidant à Bordeaux, le convoquant
à comparaître en personne devant lui à Paris pour y recevoir jugement. Nous nous rendrons volontiers à Paris, à la date fixée, puisque le roi de France nous y appelle. Mais ce sera avec notre aume sur la tête et 60 000 hommes à nos côtés. Le prince Édouard a fait emprisonner les messagers, et en représailles, les comtes de Périgord et de Comminges et d'autres seigneurs se sont jetés sur Sir Thomas Weck, le haut sénéchal de Rouergue, tuant de nombreux hommes et le mettant en fuite. Le prince a alors fait venir Chandos à son secours, et quelques combats ont eu lieu, bien que la guerre ne soit pas encore déclarée. Sa santé était maintenant si fragile qu'il ne pouvait plus participer aux opérations actives, car il était enflé de rétention d'eau et ne pouvait plus monter à cheval. D'ici le 18 mars 1367, plus de 900 villes, châteaux et autres lieux avaient signifié d'une manière ou d'une autre leur adhésion à la cause française. Le prince Édouard avait déjà alerté son père sur les intentions du roi français, mais il semblait qu'une faction à la cour d'Édouard soit jalouse de son pouvoir, et ses avertissements ont été ignorés. En avril 1369, la guerre a finalement éclaté. Édouard a dépêché les comtes de Cambridge et de Pembroke à son secours, et Sir Robert Knowles, qui avait de nouveau rallié ses services, a considérablement renforcé ses rangs. La guerre en Aquitaine était chaotique, et bien que les Anglais aient maintenu leur position sur le champ de bataille, chaque jour qui passait affaiblissait leur contrôle sur le territoire. Le 1er janvier 1370, le prince Édouard a subi un lourd revers avec la mort de son ami Chandos. Malgré plusieurs tentatives de réconciliation avec les seigneurs gascons menées par Édouard, elles se sont avérées vaines et n'ont fait que saper l'autorité du prince. Il est probable que Jean de Gand fomentait des complots contre lui à la cour anglaise, et lorsqu'il a été envoyé en été pour soutenir son frère aîné, ses pouvoirs étendus semblaient presque indiquer qu'il était venu pour le remplacer. Au printemps, Charles a mobilisé 2 grandes armées pour envahir l'Aquitaine. L'une, dirigée par Louis Ier, duc d'Anjou, devait pénétrer en Guyenne par la Réole et Bergerac, tandis que l'autre, sous le commandement de Jean, duc de Berry, devait avancer vers le Limousin et le Quercy. Les 2 armées devaient se joindre pour assiéger le prince à Angoulême. Malgré sa maladie, le prince a quitté son lit pour rassembler une armée à Cognac, où il a été rejoint par les barons du Poitou et de la Saintonge, ainsi que par les comtes de Cambridge, de Lancastre et de Pembroke. Les 2 armées françaises ont pris de nombreuses villes avant de se réunir pour assiéger Limoges, qui a été trahi par l'évêque Jean de Murat de Cros, autrefois un ami fidèle du prince. Lorsque le prince Édouard apprit la reddition de Limoges aux Français, il jura, par l'âme de son père, qu'il reprendrait la place et ferait payer cher aux habitants leur trahison. Il partit de Cognac avec une armée d'environ 4000 hommes. En raison de sa maladie, il ne pouvait pas monter à cheval et fut transporté sur une civière. Pendant le siège de Limoges, le prince était déterminé à prendre la ville et ordonna le sape de ses murailles. Le 19 septembre, ses mineurs parvinrent à démolir une grande partie du mur, remplissant les Douvres de ses décombres. La ville fut ensuite prise d'assaut, entraînant la destruction inévitable et la perte de vie. Le prince retourna à Cognac, sa maladie s'aggrava et il fut contraint d'abandonner tout espoir de pouvoir diriger de nouvelles opérations et de se rendre d'abord à Angoulême, puis à Bordeaux. Édouard savait qu'il était mourant. Sa dysenterie était devenue si violente par moments, le faisant s'évanouir de faiblesse, que son entourage avait cru qu'il était mort. Il laissa des cadeaux à ses serviteurs et son testament à son père, Édouard III, qu'il pria de payer rapidement ses dettes avec son patrimoine et de protéger son fils, Richard. Sa mort fut annoncée au palais de Westminster le 8 juin 1376. Dans ses derniers instants, il fut assisté par l'évêque de Bangor, qui l'encouragea à demander pardon à Dieu et à tous ceux qui l'avaient blessé. Il fit une fin très noble, se souvenant de Dieu, son Créateur dans son cœur, et demanda aux gens de prier. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir celle sur Renaud de Châtillon qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui, et à bientôt!